Le plaidoyer, c'est ce que mènent les associations. Le but est de défendre un point de vue parfois caritatif, qui porte sur l'intérêt général. On n'est jamais dans l'intérêt particulier à travers les associations. Ou est-ce qu'on peut dire que des victimes d'un conflit, les victimes de pauvreté ont un intérêt particulier? Moi, j'aurais du mal à entendre ce genre de discours-là. Pour moi, c'est quand même l'intérêt général de la société que de dire on doit permettre à tous d'avoir une voix, et en particulier les plus faibles dans ce cas-là. Alors que le lobbying, pour être très très clair, le lobbying, lui, vise à défendre des intérêts privés qui sont des intérêts financiers, qui sont les intérêts financiers d'un secteur industriel en particulier, d'une entreprise en particulier, et qui a pour but de faire en sorte qu'une nouvelle législation qui toucherait à son secteur ne soit pas trop contraignante, ne porte pas atteinte à son chiffre d'affaires de façon trop dure, et que les règles du jeu restent en sa faveur. Donc là-dessus, je tiens vraiment à faire une différence vraiment dans les mots. Et pour moi, il faut éviter un glissement dans le terme de lobbying citoyen. Voilà, pour moi, je parlerais de plaidoyer citoyen, même pour les citoyens, plaidoyer associatif et lobbying industriel, lobbying professionnel. Les premiers points qui se posent maintenant, si on peut avancer un peu sur les questions peut-être qui nous intéressent, et comment contrer cette situation, peut-être, voilà, qu'est-ce que le contre-lobbying? Comment permettre de résoudre ces problèmes-là, et comment remettre le citoyen finalement beaucoup plus au cœur de la décision, là où il aurait dû toujours être, et là où, puisqu'il n'était pas au niveau européen, parce que l'Europe c'est aussi un... Est-ce qu'il y a un peuple d'Europe? La question se pose. Comment représenter ce peuple d'Europe? Ça a toujours été un problème au niveau européen, sachant que le poids des lobbies dans l'Union européenne a aussi été une volonté de la Commission européenne de les installer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont dit on a besoin d'avoir des interlocuteurs. Ça a été par exemple au début des années 80 la création de European Roundtable des industriels, la table ronde des industriels, excusez-moi, je vais le faire en français, le RT, qui a été créé à la demande de la Commission européenne. Donc c'était un comité d'une quinzaine de chefs d'entreprise européens directement à club, en fait, de dirigeants de multinationales européennes, où on leur a dit voilà, on a besoin de suggestions de votre part, on a besoin d'avoir des retours, et on les a installés dans une position de force, parce qu'ils représentaient vraiment un poids en termes d'emploi, en termes de PIB et autres dans l'Union européenne. Et ça a été vraiment le début un peu moderne du lobbying, mais là avec malheureusement aussi un lien direct qui s'est fait entre d'égal à égal, et ça c'était peut-être l'erreur, entre d'un côté des chefs d'entreprise et de l'autre côté des chefs d'État et des chefs de la Commission européenne. Donc moi, quand je parle de contre-lobbying maintenant, pour un peu aller dans ce terme-là, le contre-lobbying pour moi c'est la création de contre-pouvoirs à la puissance des lobbies. Donc comme je le disais en début, je ne suis pas favorable à l'interdiction du lobbying. Je trouve nécessaire que tous les acteurs aient la capacité de s'exprimer, qu'il est normal qu'un secteur industriel qui va subir une nouvelle régulation ait son mot à dire, qu'on l'écoute. Ça permet aussi de construire une loi intelligente, parce que si vous construisez une loi inapplicable, comme il y en a eu beaucoup de faits, de toute façon, elle ne sera pas appliquée et elle restera aux oubliettes. La question après du contre-pouvoir au lobbying est de savoir comment on en est arrivé à un système où régulièrement l'intérêt privé prime sur l'intérêt général. Pourquoi est-ce que les lobbies sont devenus si puissants aujourd'hui, et quels sont les outils qu'ils utilisent? Et justement, mon travail a été de se dire que ce qu'il fallait en quelque sorte, c'était désarmer le lobbying, c'est-à-dire le rendre beaucoup plus inoffensif. Et plutôt que de s'en séparer, c'était de lui retirer ces armes qui font qu'aujourd'hui il a un surpoids. Donc la première arme, comme disait un peu Jacques Testard, est celle de mettre fin totalement à l'opacité qui règne autour des questions de lobbying, c'est-à-dire une transparence totale.